Auguste Patnelli est le directeur des systèmes d'information DSI de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. C'est à ce titre qu'il a conduit le projet de mise en œuvre la solution Emeraude pour la gestion dématérialisée de courrier physique de la HABG. Précédemment, M. Patnelli Paul Auguste fut pendant 26 ans responsable des systèmes d'information dans le secteur privé où il a eu à conduire de nombreux projets dans les domaines des applications métiers, des infrastructures techniques, de l'organisation et l'optimisation des processus métiers. Il est titulaire des diplômes de 3e cycle de l'Université de technologie de Compiègne en France dans la conception et le management des systèmes d'information. Il est certifié et formateur agréé dans de nombreux domaines, notamment ISO 21500 Lead Project Manager, ISO 27001 Lead Implémenteur et Lead Auditeur, ISO 27005 Lead Risk Manager, ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager, Six Sigma Green Belt, etc. Merci à l'auditoire, merci à M. Lorion pour l'opportunité qui nous donne de partager l'expérience que nous avons eue dans la gestion et la dématérialisation du courrier physique au niveau de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, e-cabinet comme ça s'appelle. Je vais rapidement parler de la problématique de la gestion du courrier au niveau de la Haute Autorité. Certainement que beaucoup vont se retrouver dans cette problématique-là. Ensuite, je vais faire un focus sur la démarche projet que nous avons adopté. Faire un focus aussi sur notre périmètre qui est un peu particulier, voilà, pour montrer un peu la complexité du projet. Et puis, on va essayer de montrer le process existant avant et le process cible. Voilà. On ne va pas montrer tous les process, tous les flux, mais on va prendre un ou deux exemples des flux importants qui ont été dématérialisés durant ce projet. Donc, voici quelques problématiques que nous avons pu recenser. Ce n'est pas exhaustif. D'abord, le courrier était traité de façon manuelle, de bout en bout. Donc, c'était fastidieux. À chaque étape de la gestion du courrier, depuis le traitement jusqu'à sa diffusion, il y avait de nombreuses copies. Le service courrier faisait des copies. Lorsque ça allait au niveau du secrétariat, du cabinet du président, il y avait une copie. Lorsque ça va chez le directeur du cabinet, il y a une copie. Lorsque ça arrive chez les directeurs, il y a une copie. Lorsque ça arrive chez les chefs de service, il y a une copie. Donc, il y avait de nombreuses copies tout au long du process. Il y avait aussi des problèmes de perte de courrier. J'ai été confronté à des problèmes de perte de courrier physique. On ne sait pas où se trouve tel courrier. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de décharge de courrier qu'on ne retrouve pas. Ensuite, problème important, lorsqu'il fallait rechercher des courriers archivés. Chaque assistante a sa méthode d'archivage. La manière d'archiver varie d'une direction à l'autre. Donc du coup, la recherche est fastidieuse. Et généralement, c'est lorsqu'on a besoin urgemment d'un courrier qu'on se met à courir dans tous les sens. Les courriers confidentiels ne sont pas suivis par le service courrier. Il y a une chronologie des courriers qui arrivent en train sortant, mais pour les courriers qui sont assez confidentiels, le service courrier ne fait que transmettre. Donc il n'y a pas de suivi, où ça en est, est-ce que ça a été traité, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de traçabilité de ces courriers-là. On a de nombreuses copies pour archiver, distribuer, dont j'en ai parlé tantôt. Ça fait que le coût du traitement même en lui-même est élevé. Ensuite, il y a un problème de confidentialité dû à de nombreuses copies. Évidemment, un courrier qui est copié, qui passe de main en main, voilà, quel que soit le professionnalisme des assistantes, il peut y avoir des fuites. Et surtout que nous travaillons dans un domaine très délicat où on reçoit des plaintes et des dénonciations pour des faits de corruption et d'infractions assimilées. Donc il y a des dossiers qui sont vraiment, vraiment sensibles. Plus il y a de copies, plus il y a d'intermédiaires, plus il y a des risques de fuite d'informations sur certaines plaintes. Ensuite, il y a des difficultés de suivi des diligences issues des courriers. Une fois qu'un courrier arrive, un directeur, ou bien le directeur de cabinet, ou bien le secrétaire général, peut l'imputer à quelqu'un. Mais il peut imputer 10, 20, 30 courriers. À un moment, il ne sait pas où en est tel courrier. Il
n'y a pas une vue synoptique des courriers, il n'y a pas un tableau de bord pour savoir où en est tel courrier, les délais de traitement, si c'est dépassé ou pas. Il y a eu une tentative de gérer ça sous Excel avec les assistants, mais c'était un casse-tête chinois, ça n'a pas abouti. Voilà. Il y a aussi une difficulté pour établir les statistiques du traitement des courriers. À combien de courriers on est par an, pour voir est-ce que le service courrier est surdimensionné, sous-dimensionné. Nous, on n'avait qu'une seule personne au service courrier qui s'est baladé de bureau en bureau, qui allait déposer les courriers qui revenaient. Donc, on n'a pas les statistiques pour évaluer est-ce qu'il était en surcharge de travail ou pas. Ensuite, il y avait un problème de diffusion rapide des courriers. Souvent, le courrier peut venir, il est sur le courrier, il prend le courrier le lendemain, le surlendemain, et puis antidater ça, personne n'est au courant. Un courrier doit être transmis d'une direction à une autre, ça peut être donné sur la table d'une assistante, il n'y a pas de suivi, etc. etc. Ensuite, on a une problématique particulière aussi à la haute autorité, c'est la gestion des dossiers des plaintes et des dénonciations. Donc les plaintes et les dénonciations viennent sous forme de courrier physique. Et juste avant le projet, ces plaintes et dénonciations qui normalement sont des courriers confidentiels passaient par le service courrier aussi. Le traitement étant manuel, fastidieux, on ne pouvait pas le confier à d'autres assistants qui étaient déjà surchargés. Okay, donc on verra que le projet a permis de résoudre ce problème-là. Voilà. Et puis aussi, il y avait le problème des décharges de courrier sortants. Souvent, les décharges ne revenaient pas au courrier. Et quand même ça revenait au courrier service, c'était archivé voilà, selon le service courrier. Et lorsqu'on en avait besoin, on retrouvait quasiment jamais des décharges de courrier sortants. Souvent, il fallait faire la preuve que tu envoyais un courrier à la primature, à la présidence, chez le procureur de la République. Voilà. Lui, il veut des preuves que le courrier a été déposé. Voilà. Donc, c'était un peu ces genres de situations qu'on rencontrait. Donc, voici un peu pêle-mêle, j'étais comme ça, quelques problématiques. Donc, quelle démarche projet qui a été adoptée? Rapidement, on a initialisé d'abord le projet. On va expliquer ce que ça veut dire. On a fait ce qu'on appelle un pré-cadrage du projet. On a fait un lancement officiel et un cadrage définitif du projet. On a fait ce qu'on appelle la phase d'étude pour recueillir les besoins. Ensuite, on a mis le projet en œuvre, on a fait l'implémentation du projet. Et puis, il y a une phase que je n'ai pas marquée ici. On a fait ce qu'on appelle la conduite du changement, qui est une phase transversale tout au long du projet. Voilà. Voici un peu la démarche que nous avons adoptée. L'initialisation du projet. Cette phase a consisté à présenter le projet au plus responsable de la structure, au directeur de cabinet, au secrétaire général, au chef de cabinet, aux conseillers spéciaux, aux directeurs. Donc il fallait d'abord avoir l'adhésion des autorités de la haute autorité, si je peux exprimer ici, pour pouvoir faire ce projet. Voilà. Donc ça consistait donc à faire une présentation du logiciel Emeraude, présenter ses grandes fonctionnalités, présenter les avantages du logiciel, faire une démonstration succincte du logiciel, et puis avoir une séance de questions-réponses. Voilà. Donc suite à cela, donc, on a pu obtenir l'adhésion et le OK de nos dirigeants pour aller vers le projet. C'est important d'avoir l'adhésion des autorités. Si vous commencez un projet qui est purement un projet de technicien, entre vous, informaticiens, ça ne va pas aboutir. Parce que vous n'aurez pas le financement, ou bien vous n'aurez pas les rallonges budgétaires moins venus. Ensuite, on a eu le go de nos dirigeants. Deuxième phase, on a fait ce qu'on appelle un pré-cadrage du projet. Donc, le pré-cadrage, c'est un peu une rencontre, entre guillemets, officieuse entre la haute autorité, ensuite le prestataire qui était Solium, pour qu'ensemble, avant qu'on démarre le projet, on partage une compréhension commune du projet. C'est important. Donc, nous, au niveau de la haute autorité, on a exposé à Solium et à l'Ensuite, qui accompagnait le projet, notre contexte, quels sont nos enjeux, qui sont nos principaux acteurs. Au niveau de l'Ensuite et Solium, ils ont partagé la démarche projet. Donc, il y avait un peu avant le projet une préentente, donc ce qu'on appelle un pré-cadrage. Ensuite, il y a eu le lancement officiel du projet et puis le cadrage définitif. Donc, le pré-cadrage a été validé pendant la réunion de lancement des cadrages. C'est-à-dire, il y a eu un lancement officiel du projet, c'est-à-dire devant les autorités de l'Ensuite et de la haute autorité.
C'est important de faire un lancement officiel. Pourquoi? Parce que vous, en tant qu'acteur chef de projet, ça vous engage. Le projet a été médiatisé, ça a été présenté devant des autorités. Donc, vous avez un peu une obligation morale d'aller jusqu'au bout du projet. Donc dans ce cadrage, on a présenté quoi? On a présenté le périmètre du projet. Quels sont les processus qui allaient être abordés? Comme l'a dit mon frère ami, on ne peut pas tout aborder en même temps. Donc il faut savoir raison garder et prendre un périmètre maîtrisable. Hein, c'est important. Ensuite, on a présenté et validé l'organisation du projet. On a présenté et validé les différentes phases et étapes du projet. Et puis aussi, on a présenté et validé le macro-planning sur lequel on s'engageait. Dans notre cas, je crois que le projet, on verra le macro-planning, il n'a pas duré. C'est un projet qui devait se réaliser sur 2 mois. Donc, on a pris un sponsor de haut niveau, quelqu'un qui pouvait défendre le projet et nous appuyer. C'était le secrétaire général de la haute autorité. Si vous voulez, le secrétaire général de la haute autorité, il a rang de directeur général d'administration centrale, pour que vous voyez à peu près le niveau. Voilà. Ensuite, comme directeur de projet, il y avait moi-même. Et puis, il y avait une équipe projet, ceux qui travaillent au quotidien dans le projet. Là. Voilà. On les a mis dans l'équipe projet. C'est leur quotidien. C'est important que, dès le départ, ils soient partie prenante. C'est très important. Parce qu'après, c'est eux qui vont faire réussir ou pas le projet. Hein, c'est eux qui ont la main dans le cambouis, comme on dit. Et puis ensuite, il y a eu l'accompagnement de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de l'ANSUD. Et puis, il y a la maîtrise d'œuvre de Celium. Bon, vous voyez que ça paraît une organisation lourde. Ça, c'était l'organisation telle que prévue. Mais dans la pratique, on n'a pas fonctionné avec tout le monde. Ça serait trop lourd. Voilà, c'est pour ça que dans les questions, je vous dirais qu'on a été pragmatique. C'est-à-dire, on ne faisait des réunions que lorsque c'était important. Souvent, on préférait un coup de fil en lieu et place d'une réunion. C'était plus important. On a évité la réunionnite. Voilà. Il fallait avancer dans le projet. Voilà. Pour faire valider certains aspects, lorsque le sponsor seul suffisait, on faisait valider ça par le sponsor, qui lui se chargeait d'informer le directeur de cabinet. On ne faisait pas de grandes messes, parce qu'on n'avait pas le temps, il fallait avancer dans le projet. Ensuite, bon, il y avait la gouvernance, il y avait un comité de coordination qui a été créé, un comité technique qui a été créé, mais sincèrement, on a fonctionné à minima. Et voici le planning qui avait été arrêté. Donc, le projet a commencé, le lancement a commencé le 17 octobre 2018, et il fallait que, du retour des fêtes, le 2 janvier, le projet soit fonctionnel. Donc, le mois de 17 octobre, on a déjà la moitié du mois, le mois de novembre, décembre, c'est la période des fêtes, on ne travaille quasiment pas. Donc, lorsqu'on regarde en nombre de jours effectifs de travail, on peut dire qu'on a eu au maximum 2 mois. Et je vous assure qu'on a tenu les délais. Le 2 janvier, le projet était fonctionnel. On a commencé à utiliser le projet. Voilà. Et la phase d'étude a consisté à faire quoi? À décrire les processus qui existaient, à décrire les processus cibles qu'on voulait dématérialiser, où est-ce qu'on voulait aller, et puis donc de cela décrire et décliner les besoins fonctionnels à implémenter. On avait prévu plusieurs ateliers, mais on a bloqué une journée avec les utilisateurs clés. Ils ont décrit comment est-ce qu'ils travaillent dans les différents processus. Voilà. Comment est-ce qu'ils souhaitaient travailler. Et puis, à cet atelier-là, il y avait la HABG, il y avait le Solium, il y avait l'ANSUD. Et au sorti de cet atelier, que de faire encore d'autres ateliers, on a fait des échanges de mails. Voilà. Il y a eu une première rédaction qui a été validée. On a envoyé par mail aux différents participants, les utilisateurs clés, ils ont fait les inputs. Et au final, on a arrêté le cahier des spécifications fonctionnelles. Vous voyez? Que de faire plusieurs ateliers qui allaient nous prendre plusieurs jours. On a fait un seul atelier. Et puis ensuite, on a complété les informations par échange de mails pour gagner du temps. Voilà. Ensuite, il y a eu la phase d'implémentation. Voilà, c'est là qu'on a mis effectivement en œuvre le projet. Tout au long du projet, voilà, on assistait les gens. C'est-à-dire,
On a fait un déploiement par étapes. On a commencé d'abord à mettre en œuvre au service courrier. Ils utilisent en parallèlement les deux process, l'ancien process et le nouveau process, pendant une semaine. Dès que c'est bon, il arrête, il passe à l'étape suivante, etc., etc. On verra un peu de façon concrète quel était le processus avant et quel est le processus après. Je voulais souligner aussi au niveau de la conduite du changement, vraiment la féliciter Solium IT, ça je le dis sincèrement. J'ai conduit de nombreux projets, mais ils ont été vraiment présents. Il y avait quelqu'un de Solium, voilà. Il y avait quelqu'un de Solium qui était à disposition, sur place. D'abord, lorsqu'il faisait l'installation, il y avait quelqu'un du service informatique qui apprenait en même temps comment faire de l'installation, que de faire une séance théorique de comment on installe. Non, non, non. Il vient d'installer, il y a quelqu'un qui est là, qui apprend en même temps à installer. Voilà. Pour former le service courrier, que de faire des formations, on prend le gars du service courrier, on dit, envoie le courrier, saisis, fais comme ci, fais comme cela. Donc il apprend en même temps, il met en œuvre de façon concrète la dématérialisation et le transfert électronique de courrier. C'est 3 mois après qu'on a fait la formation. Et l'avantage c'est quoi? C'est qu'au moment où on faisait la formation, les concepts, les gens les avaient pratiqués. Donc ils savaient de quoi ils parlaient. Donc la formation n'était plus théorique, ils savaient de quoi parler et la formation était beaucoup plus enrichissante. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Donc, notre périmètre, quel était notre périmètre? Ça c'est pour avoir une vue de notre périmètre. Il y a le courrier externe, venant de l'extérieur des autres ministères, arrivé comme départ. Il y a le courrier interne. Lorsqu'on a fait l'atelier, on aurait pu gérer en même temps les courriers externes et les courriers internes, mais volontairement, on a exclu les courriers internes pour ne pas alourdir le projet. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle un quick win. Il faut aller vite, faire la preuve que le système marche. Et puis une fois que les gens voient que ça marche, maintenant on peut ajouter dans les étapes suivantes d'autres étapes. Donc on exclut le courrier interne. On avait donc un flux de courrier externe confidentiel adressé au cabinet du président, des flux de courrier externe confidentiel adressés au secrétaire général, qui, il vous a dit, n'était pas géré. Donc ça, on a profité du logiciel pour pouvoir gérer les flux de courrier confidentiels. Il y a un flux de courrier physique, de plaintes et de dénonciations. Il y a aussi des emails qui nous viennent, des dénonciations, des emails. On les inclut dans le système. Il y a des appels téléphoniques. On a un call center, les gens se plaignent d'être victimes des raquettes d'un tel, voilà. Et donc il y a une assistante qui est là-bas qui résume cela. Et ce résumé-là, il y a une fiche spéciale, c'est joint aussi dans... on a considéré ça comme des courriers. On les a mis aussi dans le système pour pouvoir les suivre aussi. Voici à peu près comment fonctionne le flux de courrier avant. On avait ce service courrier qui était là. Le courrier arrivait. Il faisait la réception du courrier avec tout ce qu'il savait, avec voilà, des charges, etc., etc. Ensuite, il y avait une fiche de traitement de courrier qui remplissait. Voilà. Et cette fiche de courrier qui remplissait là, il envoyait par exemple au secrétariat du SG. C'était réceptionné. Le courrier était réceptionné avec sa fiche. Ensuite, l'assistante le transmettait au secrétaire général pour faire les imputations, pour donner des consignes de traitement. Ensuite, ça retournait encore chez l'assistante. Elle faisait une copie pour ses archives. Elle faisait une copie qu'elle remettait au service courrier. Le service courrier maintenant fait une copie pour ses archives et fait une copie maintenant qu'il va distribuer aux différentes directions. Donc, il y a une copie qui va arriver au secrétariat d'une direction. Donc, il y a le courrier plus la fiche des imputations est réceptionné à la direction, au secrétariat d'une direction, par exemple. Voilà. La secrétaire va transmettre à son directeur qui va soit traiter le courrier, soit imputer à quelqu'un d'autre. Ensuite, ça va retourner à l'assistante qui va faire une copie pour son archive à elle et puis va transmettre par exemple, à un chef de service, par exemple, pour traitement. Et ça, c'est le flux simplifié, ça. Voilà. Après avoir dématérialisé, voilà, lorsque le courrier arrive, il est numérisé, par exemple, par le service courrier. Les annexes sont numérisées aussi. Il y a le courrier, un courrier et les annexes sont numérisées. Il y a un transfert électronique qui est fait par le système. Donc, le courrier transfère le message vers ce qu'on appelle les principaux imputateurs. Ça peut être le secrétaire général. Maintenant, le secrétaire général reçoit directement le courrier électronique et son assistante est mise en copie automatiquement. Bon, ça, c'est un choix, hein,
mais on peut ou ne pas le mettre en copie automatiquement. Donc, le secrétaire général directement impute dans le système. Lorsqu'il impute dans le système, automatiquement, le directeur concerné reçoit le courrier. S'il le souhaite, son assistante est mise en copie, systématiquement aussi, s'il le souhaite. Ensuite, le directeur qui reçoit le courrier électronique, il peut le traiter directement ou il peut l'imputer à son chef de service. Voilà. Et le chef de service, lorsqu'il l'impute, il peut faire un retour aussi via le même système. Il peut avoir des allers-retours, je ne suis pas satisfait, reprends ça, et tout ça de façon électronique, sans que les papiers et les copies ne circulent. Okay. Le seul moment où, par exemple, on fait des impressions, c'est lorsque, par exemple, un courrier doit sortir de la haute autorité et qu'il faille signer. Oui. Donc, ici, dans ce processus, ce qui est resté comme activité manuelle, c'est le transfert que fait le service courrier des originaux au secrétariat général pour ses archives. Donc, du coup, on n'a plus de copies, on a des originaux qui sont archivés, les copies sont dans le système. Voilà. Voici Ensuite, les courriers confidentiels qui n'étaient pas gérés sont gérés maintenant par le système. Le courrier permet d'avoir plusieurs points d'entrée. Donc, pour résoudre ce problème-là, le secrétariat du président ou le secrétaire du secrétaire général, voilà, donc, peut être un point d'acquisition. Ce qui est intéressant dans ce système-là, on peut avoir autant de points d'acquisition qu'on le souhaite. Donc, nous, on a créé un point d'acquisition pour le courrier ordinaire, pour le service courrier normal, et puis un point d'acquisition pour le courrier confidentiel du président au niveau du secrétaire du président, un point d'acquisition du courrier confidentiel du secrétariat général au niveau du secrétariat général. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet donc d'avoir l'ensemble de tous les courriers qui circulent dans l'institution sont dans un système. Voilà. Donc, de même aussi, on a fait la même chose aussi pour les plaintes et dénonciations. Voilà. Qui ont été totalement dématérialisées. Je vais terminer sur cette slide-là pour dire quelles sont les leçons quelles leçons on peut tirer de l'expérience que nous avons vécue. C'est l'importance de la gestion des parties prenantes. C'est-à-dire, il faut inclure dans un projet ceux qui vont travailler sur ce projet. Lorsque vous allez finir votre projet, ceux qui vont travailler dans ce projet-là, il faut les inclure là-dedans. C'est important. Et pour avoir inclus les assistantes, les gens du service courrier, lorsqu'on a déployé le système, c'était les premiers qui ont fait marcher ce système-là. C'est important. Okay. Une autre leçon aussi, c'est que lorsque vous voulez déployer un flux, vous savez qu'on avait plusieurs flux. Mais il faut commencer par le flux où les choses sont le plus disponibles. Donc il faut savoir choisir la partie prenante avec laquelle il faut démarrer le projet pour ne pas le faire échouer. Ensuite, deuxième leçon apprise, l'approche par l'amélioration continue. Vous voyez qu'on a eu à exclure la gestion des courriers internes. Ça l'a fait trop. Il fallait d'abord gérer les courriers externes entrant et sortant, faire la démonstration que ça marche. Une fois que ça marche maintenant, on peut ajouter d'autres modules là-dedans. Donc, l'approche Quick Win, c'est ce qu'on appelle l'approche Quick Win, c'est-à-dire qu'il faut faire rapidement quelque chose qui marche pour prouver que ça marche. Et puis, la conduite du changement, ça a été un élément important. Généralement, dans les projets, j'ai remarqué qu'on veut d'abord que les gens soient bien formés d'abord, qu'ils comprennent tout avant qu'on ne déploie le projet. Mais souvent, le laps de temps entre la formation et la mise en œuvre, les gens ont tout oublié. Nous, on a fait plutôt le contraire. On a déployé le produit. On dit, commencez à travailler. Si vous ne comprenez pas, on est là pour vous assister, pour vous aider à mettre en œuvre. Et les gens ont travaillé pendant 1 mois, 2 mois. Et c'est après maintenant qu'on a fait la formation. Et lorsqu'on a fait la formation, des concepts théoriques, ils le comprenaient mieux. Voilà. On a fait la formation, on a mis les gens ensemble, les difficultés n'étant pas les mêmes, donc ça a permis de faire un partage, un échange des expériences des uns et des autres. Et la formation, je pense qu'elle a eu, au lieu de faire plusieurs formations, en une seule formation, on a capitalisé. Il faut faire avec les moyens du bord. Initialement, lorsqu'on voulait démarrer le projet avec nos partenaires de l'ANSUD, il faut un serveur de tel calibre, voilà.
nous sommes une institution nouvelle, nous n'avons pas beaucoup de budget. S'il fallait d'abord commencer à demander l'acquisition de tout cela, le projet n'allait pas démarrer. Donc on a fait avec ce qu'on avait comme moyen de bord. On a fait la preuve que ça marche. On a fait la preuve qu'on pouvait déployer rapidement. Et cette année, tout ce qui est note de service, courrier entre directions, entre services, voilà, qui ne vient pas de l'extérieur, on peut le gérer cette année à partir du second semestre. On a fait un flux de courrier confidentiel. Il est vrai que déjà le système donne une certaine sécurité. C'est-à-dire, il faut être programmé dans le flux pour pouvoir voir le courrier. Mais on veut ajouter aussi des fonctions de cryptage qui existent dans le système. Voilà, donc il y a une fonction de cryptage qui nécessite d'avoir une clé avec un code pour pouvoir lire les courriers confidentiels cryptés. Donc ça, on va le mettre aussi en œuvre. Aujourd'hui, le directeur de cabinet plus le secrétaire général, lorsqu'un courrier est scanné, dès qu'un courrier est scanné au service courrier, il reçoit automatiquement un mail. Donc on va mettre en œuvre aussi la mobilité, c'est-à-dire que le directeur de cabinet, s'il est en dehors de la haute autorité pour des raisons XY, il pourra non seulement recevoir des alertes, mais imputer le courrier s'il est urgent, par exemple, soit au secrétaire général, soit à un conseil spécial, par exemple. Voilà, donc ça, c'est envisagé aussi dans la seconde. Et puis, ce qui est aussi envisagé, les courriers de plainte et de dénonciation, c'est vrai que quelqu'un envoie une lettre de plainte, il envoie tout un dossier, genre pour dénoncer une fraude ou bien un truc comme ça. Mais dans le traitement de ce dossier-là, il y a plusieurs échanges qu'on fait avec la personne. Il faut faire une accusé de réception, ensuite il y a des études qu'on fait, il y a des analyses qu'on fait, ensuite on a des commissaires de police avec nous qui vont faire des enquêtes. Donc tout ça, il faut que tout ça soit géré dans un même dossier. Parce qu'une des difficultés, c'est de pouvoir courir à gauche, à droite pour rassembler tout ce qui concerne un seul dossier, qui concerne une affaire. Donc le système permet de le gérer. Ça aussi, on compte le mettre en œuvre dans les secondes parties. Cette année, les besoins matériels pour renforcer, pour sécuriser le système, c'est passé au budget. Parce qu'il y a la preuve que le système là, il marche, il est utile. Voilà, c'est ça que je voulais m'arrêter. Je vous remercie.